Mon père a décrété que le bureau était pour ma sœur. J'ai donc fait mes valises et suis parti en silence. Quelques heures plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Et il ne s'est jamais arrêté. Mon nom est Félicie Hinault, et quand mon père me regarda à travers la table du dîner et dit « Tu n'as pas besoin d'un bureau à la maison. Ta sœur en a plus besoin, et de manière plus urgente. » Quelque chose en moi cessa enfin d'espérer. C'était un mardi soir, fin septembre. Nous étions tous les trois assis dans la salle à manger de la maison coloniale de mes parents à Rivière-Doux, dans le Grand Est, là où j'avais grandi. Ma mère passait les haricots verts. Ma sœur Donatienne était assise en face de moi, absorbée par son téléphone, écoutant à peine. Et mon père, Gérard Hinault, faisait une annonce concernant ma vie sans me consulter au préalable. La chambre du fond bénéficie de la meilleure lumière naturelle, poursuivit-il, sans lever les yeux de son assiette. Donatienne pourra y installer son espace de consultation. Toi, tu peux travailler depuis la table de la cuisine, Félicie. Ce n'est pas un problème. La table de la cuisine, où ma mère triait le courrier, où mon père lisait le journal, et où ma sœur laissait traîner ses tasses de café pour que quelqu'un d'autre les lave. C'est là qu'il voulait que je gère mon entreprise. J'ai des appels clients, dis-je calmement. Des visioconférences. J'ai besoin d'un arrière-plan professionnel et d'intimité. Mon père fit un geste de la main. Tu vends des objets d'artisanat en ligne. Ce n'est pas la même chose que de vraies consultations. Donatienne rit sans quitter son téléphone des yeux. Elle avait 31 ans, 3 ans de moins que moi, et venait d'annoncer qu'elle lançait une activité de coaching bien-être. Elle n'avait ni certification, ni client, ni plan d'affaires, car elle avait toujours eu ses parents. Ma mère, Patricia, posa le plat de service. Ton père essaie juste d'aider les deux filles. Donatienne doit se faire une place. Toi, tu es déjà établie, Félicie. Tu peux être flexible. Établie. C'était leur mot pour désigner ce que j'avais, un petit appartement que je louais à 2 villes de là. Une entreprise de mobilier artisanal que j'avais bâtie à partir de rien en 8 ans. Un espace d'atelier que je payais avec l'argent gagné par moi-même. Établi, je n'avais plus besoin de leur attention. Établi, j'étais en sécurité pour être ignoré. La chambre du fond dont il parlait n'était en réalité pas une chambre. C'était la pièce que ma grand-mère, Éléonore, avait utilisée comme chambre de couture pendant 40 ans avant de décéder il y a 3 ans. Elle m'avait laissé une lettre que je conservais dans un coffre-fort. Elle m'avait aussi laissé autre chose, quelque chose que mes parents ignoraient, mais je n'étais pas encore prête à l'utiliser. Le bureau que j'ai fabriqué est dans cette pièce, dis-je prudemment. Je l'ai fait moi-même. Il épouse parfaitement l'espace. Il contient mes outils et mes échantillons dans le placard. Mon père leva enfin les yeux vers moi. Son expression était celle qu'il arborait toujours lorsqu'il discutait de ma vie, une tolérance patiente masquant un rejet total. Tu peux prendre le bureau avec toi. Donatienne peut acheter quelque chose de neuf. C'est la pièce qui compte. La pièce qui appartenait à grand-mère Éléonore. Le silence s'installa à table. La fourchette de ma mère s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. Donatienne arrêta de faire défiler son écran et leva les yeux, les plissant légèrement. Mon père posa son couteau. Ce n'est pas juste, Félicie, dit-il doucement. Nous ne discutons pas de ta grand-mère. Nous discutons de l'allocation de l'espace dans cette maison. Allocation d'espace. Ma vie réduite à un problème de logistique. Je n'ai pas argumenté. J'avais appris à 12 ans que discuter avec Gérard Hinault, c'était comme lancer des cailloux contre un mur. Il ne vous entendait pas. Il ne changeait pas. Il attendait simplement que je m'épuise, puis continuait comme si je n'avais jamais parlé. Après le dîner, j'aidai ma mère à débarrasser. Elle me toucha le bras dans la cuisine. Mon cœur, tu sais que ton père t'aime. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai hoché la tête. J'acquiesçais à cette phrase depuis 25 ans. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, dans mon appartement à Harcourt. Il était petit, environ 45 mètres carrés, mais il était à moi. Je payais le loyer. J'avais acheté les meubles, la plupart fabriqués de mes propres mains. Je ne devais rien à personne. Mais la colère ne s'est pas dissipée. Elle est restée dans ma poitrine tandis que je restais éveillé, fixant le plafond.
Le bureau que j'avais fabriqué, la pièce qui était celle de ma grand-mère. La désinvolture avec laquelle mes parents effaçaient mes besoins en appelant cela l'unité familiale. À 3 heures du matin, je me suis assise et j'ai allumé la lumière. J'avais passé 8 ans à construire immobilier artisanal depuis un simple établi dans un garage jusqu'à une entreprise de 20 employés, un entrepôt à pâturage, et des clients dans tout le Nord-Est. Je l'avais fait sans prêt, sans investisseur, sans l'aide ou la connaissance de ma famille. Ils pensaient que je vendais des babioles en ligne. Ils n'avaient jamais visité mon atelier. Ils n'avaient jamais demandé. Et ma grand-mère, Éléonore, savait exactement ce que j'étais en train de construire. Elle avait visité mon premier atelier avant de tomber malade. Elle m'avait regardé dégauchir une planche et avait dit, « Tu as les mains de ton arrière-grand-père. » Il était menuisier à Philadelphie. Le savais-tu? Je ne le savais pas. Mes parents ne parlaient jamais de ce côté de la famille. Elle m'avait écrit une lettre un mois avant de mourir. Je l'ai gardée dans le coffre-fort avec l'acte de propriété de quelque chose que mes parents ignoraient qu'elle possédait. À 4 heures du matin, j'avais pris une décision. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas me battre pour une pièce dans une maison qui n'avait jamais été la mienne. J'allais faire quelque chose qu'ils n'attendraient jamais. J'allais disparaître complètement de leur vie. J'ai fait mes valises cette nuit-là. Pas de manière dramatique, pas avec des larmes et des portes qui claquent. J'ai fait mes bagages méthodiquement. De la manière dont je prépare les commandes dans mon entrepôt. Tout ce que je gardais dans ma chambre d'enfant, que mes parents appelaient maintenant la chambre d'amis, rentrait dans 2 valises et 3 cartons. Le bureau que j'avais fabriqué, je l'ai laissé. Que Donatienne l'utilise. Qu'elle s'assoie devant quelque chose que j'ai fait de mes mains et fasse semblant de l'avoir construit elle-même. À l'aube, ma voiture était chargée. Je me tenais dans l'allée de la maison de mes parents, regardant la fenêtre de la chambre où ma grand-mère avait l'habitude de s'asseoir. Le soleil commençait à peine à éclairer le ciel oriental. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai laissé aucune note. J'ai simplement conduit et suis parti. J'ai emménagé dans mon atelier pendant 2 semaines le temps de trouver un nouvel appartement, un plus grand, avec de la place pour un bureau à domicile que personne ne pourrait m'enlever. J'ai modifié les paramètres de mon téléphone pour que les appels de mes parents aillent directement à la messagerie vocale. Je n'ai répondu à aucun SMS pendant 3 jours. Il y eut le silence. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Donatienne d'abord, puis ma mère, puis Donatienne à nouveau. Puis mon père, ce qui m'a surprise, car Gérard Hinault n'appelait pas les gens. Il s'attendait à ce qu'il l'appelle. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. J'ai écouté les messages, cependant. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le premier venait de Donatienne, confuse. Félicie? Maman a dit que tu ne répondais pas. Tu as déménagé ou quelque chose comme ça? Rappelle-moi. Le deuxième était de ma mère, inquiète. Félicie, mon cœur, ta chambre est vide. Ton père est très contrarié. Où es-tu parti? S'il te plaît, rappelle-moi. Le troisième était de mon père. Une colère maîtrisée à peine dissimulée sous la surface. Félicie, c'est immature. Tu as 33 ans. Appelle ta mère. Le quatrième était de Donatienne à nouveau, et cette fois, sa voix était différente. Plus aiguë. Félicie, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, rappelle-moi. C'est important. Je n'ai pas rappelé. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné travailler. Mais j'ai gardé les messages, tous, car j'avais le pressentiment que ce n'était que le début. 2 semaines passèrent. Les appels ne s'arrêtèrent pas. Ils changèrent de ton cependant, et c'était ce qui m'intéressait. La première semaine, les messages étaient l'affaire typique de la famille Hinault. Ma mère laissait des messages vocaux larmoyants sur son inquiétude. Mon père laissait des injonctions cinglantes pour que je l'appelle immédiatement. Donatienne laissait des messages confus demandant ce qu'elle avait fait de mal. Je les écoutais tous. Je les sauvegardais tous. Je n'ai répondu à aucun. La deuxième semaine, quelque chose a basculé. Les messages de ma mère sont devenus plus courts, plus anxieux. Mon père a cessé d'appeler complètement, mais les appels de Donatienne se sont multipliés. 3 fois par jour, 4 fois, 1 fois, 7 fois dans un après-midi. Sa voix a changé aussi.
La confusion s'est estompée. Ce qui l'a remplacé était quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma sœur auparavant, le désespoir. Félicie, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de te parler. C'est à propos de la maison. C'est à propos de quelque chose que j'ai trouvé. J'étais dans mon atelier à pâturage lorsque j'ai écouté ce message. J'ai posé le ciseau que je tenais et je l'ai rejoué. C'est à propos de quelque chose que j'ai trouvé. La maison. La maison de ma grand-mère. La maison dont mes parents pensaient être propriétaires. Je n'avais parlé à personne du coffre-fort. Je n'avais parlé à personne de la lettre que grand-mère Éléonore m'avait laissée, ni de l'acte de propriété qu'elle avait caché pendant 30 ans, l'acte qui prouvait que mes parents ne possédaient pas la maison coloniale de Rivière-Doux. Grand-mère Éléonore la possédait, et elle me l'avait léguée. J'attendais le bon moment pour utiliser cette information. J'attendais de voir si ma famille changerait un jour, me verrait un jour, s'excuserait un jour pour une vie passée à me traiter comme une pensée secondaire. Il n'avait pas changé. Il ne m'avait pas vu. Il ne s'était pas excusé. Mais Donatienne avait trouvé quelque chose. Et Donatienne avait peur. Je l'ai rappelé ce soir-là, non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que j'avais besoin de savoir ce qu'elle avait découvert. Elle a répondu à la première sonnerie. Félicie. Oh mon Dieu. Félicie. Qu'est-ce que tu as trouvé, Donatienne? Une longue pause, j'entendais sa respiration. Quand elle a reparlé, sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. J'étais en train de nettoyer le grenier. Les malles de grand-mère Éléonore. Maman m'a demandé de les trier et j'ai trouvé, Félicie. J'ai trouvé un acte de propriété pour la maison. C'est au nom de grand-mère, pas de papa, ni de maman. Celui de grand-mère. Et il y a une note attachée avec ton nom dessus. J'ai fermé les yeux. Bien sûr que grand-mère avait laissé une note. Elle laissait des notes pour tout. Elle croyait aux traces écrites et aux mots consignés, et au fait de s'assurer que la vérité ne pourrait pas être effacée. Qu'est-ce que dit la note? La voix de Donatienne s'est brisée. Elle dit. Elle dit que la maison est à toi. Que grand-mère te l'a léguée il y a 15 ans. Que papa vit ici illégalement. Félicie, qu'est-ce que ça veut dire? On va perdre la maison? J'ai pensé à mon père assis à la tête de la table de la salle à manger, me disant que je n'avais pas besoin de bureau. J'ai pensé à ma mère qui passait les haricots verts et disait que je pouvais être flexible. J'ai pensé à Donatienne riant à son téléphone pendant que ma vie était réaménagée sans mon consentement. Je ne sais pas encore, dis-je, ce qui était un mensonge. Je savais exactement ce que cela signifiait. Je n'étais juste pas prête à le lui dire. Donatienne, ne dis rien à maman et papa à ce sujet. Pas encore. Tu comprends? Mais Félicie, papa doit le savoir. Il voudra arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Grand-mère m'a légué la maison. Ce n'est pas un problème à régler. C'est son choix. Silence. Puis très doucement, tu vas nous la prendre? Nous. Comme si c'était eux qui comptaient? Comme si je n'avais pas été mise de côté toute ma vie? Je ne vais rien faire ce soir, Donatienne, mais j'ai besoin que tu gardes ça entre nous pour l'instant. Peux-tu faire ça? Une autre pause. Je ne sais pas, papa va se demander pourquoi j'agis bizarrement. Et ne fais pas l'étrange. Tu es doué pour ça. Tu as fait semblant toute ta vie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à la banque et ouvert mon coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. La lettre de grand-mère Éléonore écrite dans son écriture soignée. L'acte de propriété de la maison de Rivière-Doux daté d'il y a 15 ans transférant la propriété à mon nom avec une usufruit pour mes parents, et un second acte de propriété, inconnu de ma famille, pour une propriété dans les montagnes des Appalaches, une cabane avec 50 acres de terrain. La retraite secrète de grand-mère Éléonore, également à moi. Je n'avais jamais utilisé les actes. Je n'avais jamais voulu déraciner mes parents, les mettre dehors de la seule maison qu'ils connaissaient depuis 40 ans. J'avais attendu, espérant qu'ils finiraient par me voir, me traiter comme une égale, s'excuser pour les décennies de rejet désinvolte. Ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient pris mon bureau à la place. J'ai conduit chez moi et me suis assise dans mon appartement, regardant les documents étalés sur ma table de cuisine. J'avais des options maintenant.
J'avais le pouvoir. La question était de savoir ce que je voulais en faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Harold Vance, l'avocat que grand-mère Éléonore avait utilisé pour sa planification successorale. Il était retraité maintenant, mais il se souvenait de moi. Il se souvenait de ses instructions. Félicie Hinault, dit-il, sa voix chaude avec l'âge. J'attendais votre appel depuis 3 ans. Votre grand-mère a dit que vous attendriez jusqu'à ce que vous soyez prête. Êtes-vous prête maintenant? J'ai regardé la pile de messages sur mon téléphone. 27 de Donatienne, 12 de ma mère, 3 de mon père, chacun plus en colère que le précédent. Oui, dis-je. Je suis prête. Harold Vance a accepté de me rencontrer à son bureau à domicile à Montlhéry. Il avait 78 ans maintenant, avec des cheveux blancs et des mains qui tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient aussi vifs qu'ils l'étaient lorsque grand-mère Éléonore nous avait présentés à sa table de cuisine il y a 10 ans. Vous lui ressemblez, dit-il alors que je m'asseyais en face de son bureau. Même menton obstiné. J'ai souri. J'entends souvent ça. Il ouvrit un dossier, dont les bords étaient jaunis par l'âge. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents que j'avais déjà, plus certains que je n'avais jamais vus. Votre grand-mère est venue me voir il y a 15 ans. Elle a dit que son fils devenait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Elle a dit qu'il vous traitait comme si vous n'étiez pas importante, et elle n'allait pas laisser cela perdurer. Je savais que grand-mère Éléonore voyait ce que faisaient mes parents, mais entendre cela prononcé à voix haute, documenté dans des dossiers juridiques, le rendait réel d'une nouvelle manière. Elle a mis en place 2 fiducies, continua Harold. Une pour la maison, que vous connaissez déjà, l'autre pour la propriété des Appalaches, qui était la terre de sa mère. Elle voulait que vous ayez un endroit pour vous évader, un endroit qui serait toujours à vous. Elle a dit que vous en auriez besoin un jour. J'ai pensé à la cabane que j'avais visitée une fois enfant. Grand-mère Éléonore m'y avait emmené pour un week-end, juste toutes les deux. Nous avions fait de la randonnée dans les bois et elle m'avait raconté des histoires sur sa mère qui avait acheté le terrain en 1945 avec l'argent économisé en travaillant dans une filature de textile. Elle vous a laissé autre chose, Harold fit glisser une photographie sur le bureau. Elle montrait une femme d'une vingtaine d'années debout à côté d'un établi à bois, tenant un rabot. Votre arrière-grand-mère, Marguerite Hinault, elle était menuisière, tenait sa propre boutique à Philadelphie de 1930 à 1965. Votre grand-mère voulait que vous sachiez d'où venait votre talent. J'ai fixé la photographie. Toute ma vie, mes parents avaient agi comme si j'étais l'anomalie, celle qui ne collait pas, la fille étrange qui aimait travailler le bois au lieu de poursuivre une carrière normale. Mais je n'étais pas étrange. Je continuais une tradition familiale qu'ils avaient choisi d'oublier. Il y a une dernière chose, dit Harold. Votre grand-mère avait anticipé que vos parents pourraient contester le testament ou essayer de vous faire pression pour que vous renonciez à la maison. Elle a préparé une lettre à lire lors d'une réunion de famille si jamais vous décidiez que c'était nécessaire. Je l'ai ici. Il me tendit une enveloppe scellée avec mon nom dessus. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de grand-mère Éléonore. Voulez-vous que je sois présent lorsque vous l'ouvrirez, demanda Harold. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire. J'ai conduit chez moi avec la lettre non ouverte dans mon sac. Je n'étais pas prête à la lire. Pas parce que j'avais peur de ce qu'elle disait, mais parce qu'une fois que je l'aurais lue, je devrais agir. Et je n'étais pas sûr de l'action que je voulais entreprendre. Les appels de ma famille ont continué. Donatienne a laissé 7 messages en une journée. Ma mère en a laissé 4. Même mon père a appelé 2 fois, bien qu'il n'ait pas laissé de message, il raccrochait simplement lorsque la messagerie se déclenchait. Puis, un jeudi après-midi, ma sonnette retentit. J'ai regardé à travers l'œilleton. Donatienne se tenait sur le seuil de ma porte. Le visage pâle, les yeux rouges. Elle serrait un dossier contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai ouvert la porte. Comment as-tu trouvé mon adresse? J'ai appelé ton propriétaire, je me suis fait passer pour toi, et j'ai dit que j'avais perdu mes clés. Elle n'a pas souri. Félicie, il faut qu'on parle. Maman et papa sont en train de devenir fous. Et j'ai trouvé d'autres documents dans la malle de grand-mère. Des choses que tu dois voir. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, agrippant le dossier, et a regardé autour de mon appartement avec une sorte d'émerveillement. C'est joli.
Tu as fait tous ces meubles? La bibliothèque, la table basse, les chaises de salle à manger? Oui. Elle a hoché la tête lentement. Je ne savais pas. Je n'ai jamais demandé. Je suis désolé. C'était la première fois que ma sœur me présentait ses excuses pour quoi que ce soit. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Donatienne a ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait d'autres documents, plus anciens avec de l'encre décolorée et des sceaux officiels. Cela était au fond de la malle, sous un faux fond. Grand-mère les avait vraiment cachés. J'ai pris le premier document. C'était un acte de propriété daté de 1965 transférant la propriété d'un bâtiment commercial à pâturage à Marguerite-Hinault, mon arrière-grand-mère. Le bâtiment où se trouvait maintenant mon atelier. Le bâtiment que je louais depuis 8 ans. J'ai regardé Donatienne. Où as-tu trouvé ça? Dans la malle, sous le faux fond. Il y a plus. Elle m'a tendu un autre document. C'était un accord de fiducie daté d'il y a 20 ans, me nommant bénéficiaire d'une chose appelée le fiducie d'artisanat familial Hinault. La fiducie détenait la propriété du bâtiment de pâturage et de 3 autres propriétés dont je n'avais jamais entendu parler. Grand-mère Éléonore planifiait cela depuis des décennies. Elle avait observé, attendu, s'assurant que je serais protégé, quoi que mes parents fassent. Il y a une lettre, dit Donatienne doucement, pour toi. Je ne l'ai pas lue, mais elle est là. Elle m'a tendu une enveloppe. Mon nom au verso et l'écriture de grand-mère Éléonore, la même écriture que la lettre qu'Harold Vance m'avait donnée. Je l'ai ouverte. Donatienne m'a regardé lire. Ma très chère Félicie, si tu lis ceci, c'est que mon fils t'a finalement poussé trop loin. Je suis désolé de ne pas être là pour voir son visage quand il apprendra la vérité. Mais je suis là dans les documents, dans les actes, dans la preuve que tu n'étais jamais celle qui n'avait pas sa place. Le bâtiment de pâturage était l'atelier de ton arrière-grand-mère. Elle l'a construit de ses propres mains, de la même manière que tu fabriques tes meubles. Je l'ai gardé dans la famille, en attendant quelqu'un qui comprendrait ce que cela signifiait. Cette personne, c'est toi. Les autres propriétés sont à toi aussi. Revenus locatifs, beaux commerciaux, assez pour te soutenir quoi qu'il arrive avec ton entreprise. Je l'ai organisé pour que tes parents ne puissent pas y toucher, ne puissent pas le voler, ne puissent pas te prendre une chose de plus. Tu n'es pas l'arrière-pensée, ma chérie. Tu n'as jamais été l'arrière-pensée. Tu as été celle que je protégeais depuis le début. Je t'aime. Je suis si fier de toi et je sais que tu feras ce qu'il faut, quoi que cela signifie pour toi. Ta grand-mère, Éléonore. J'ai levé les yeux. Donatienne pleurait. Félicie, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé à la question. Que allais-je faire? Je pouvais expulser mes parents de la maison où ils vivaient depuis 40 ans. Je pouvais prendre le bâtiment de pâturage, que j'utilisais déjà, et ajouter 3 propriétés de plus à mon portefeuille. Je pouvais m'éloigner d'eux tous pour toujours et ne jamais regarder en arrière. Ou je pouvais faire autre chose. Quelque chose que grand-mère Éléonore aurait voulu. Je vais organiser une réunion de famille, dis-je. Et tu vas y être. Donatienne a hoché lentement la tête. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Regarde et apprends. J'ai attendu 3 semaines avant d'appeler à la réunion de famille. 3 semaines à laisser les appels s'accumuler, à regarder le désespoir de Donatienne grandir, à écouter la voix de ma mère passer de la confusion à la peur à quelque chose qui ressemblait presque à la culpabilité. Mon père n'a jamais laissé de message, mais il appelait tous les quelques jours, laissait sonner 3 fois, et raccrochait. C'était sa façon de dire qu'il pensait à moi sans avoir à me parler. Le contrôle, même dans le silence. Pendant ces 3 semaines, j'ai fait mes recherches. J'ai visité les 3 propriétés que grand-mère Éléonore m'avait laissées. L'une était un petit bâtiment commercial à Clifton, loué à un cabinet dentaire. Une autre était un duplex à Blainville, entièrement loué. La 3e était un local commercial à Montlhéry, vide mais en bon état, attendant le bon locataire. Combiné avec le bâtiment de pâturage, les propriétés généraient 47 000 € par an de revenus locatifs, plus la valeur des bâtiments eux-mêmes, que les documents de ma grand-mère estimaient à environ 1,2 million d'euros au total. Je n'avais pas besoin de l'argent. Mon entreprise se portait bien, plus de 800 000 € de revenus annuels. Mais les propriétés étaient une preuve.
Une preuve que quelqu'un dans ma famille avait toujours cru en moi. Le vendredi avant Thanksgiving, j'ai envoyé un SMS à ma mère, mon père et Donatienne. La première fois que je contactais l'un d'eux en 2 mois. Réunion de famille dimanche à 15 heures. Mon appartement. Soyez à l'heure. Ma mère a répondu immédiatement. Nous serons là, mon cœur. Je t'aime. Mon père n'a pas répondu. Donatienne a envoyé un seul mot. Ok. Le dimanche est arrivé, froid et clair. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement. Pas parce que je me souciais de ce qu'il penserait de mon espace, mais parce que j'avais besoin de garder mes mains occupées. À 14h30, tout était prêt. Les documents étaient disposés sur ma table basse. Mon téléphone était en mode silencieux. J'avais préparé une cafetière, bien que je doute que quelqu'un en boive. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver mes parents debout côte à côte, vêtus de leurs habits du dimanche, ressemblant exactement à ce qu'ils ont toujours ressemblé. Mon père dans un pull bleu marine, son expression soigneusement neutre. Ma mère dans un manteau de laine, ses yeux anxieux derrière. Donatienne traînait, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Entrez », dis-je. Ils sont entrés et ont regardé autour d'eux. Mon appartement était plus grand que leur chambre d'amis, mais plus petit que leur maison. Je les ai regardés prendre en compte les meubles que j'avais fabriqués, les photos sur les murs, la vie que j'avais créée sans eux. « Asseyez-vous », dis-je. Nous avons des choses à discuter. Mon père a choisi le fauteuil près de la fenêtre. Ma mère s'est assise sur le canapé, Donatienne perchée sur le bord de la causeuse, aussi loin que possible de nos parents. Je suis resté debout. Félicie, commença ma mère. Nous étions si inquiets. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Pourquoi as-tu simplement disparu? J'ai disparu parce que vous avez clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue. La mâchoire de mon père se resserra. Ce n'est pas juste. Nous n'avons jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous le montriez tous les jours depuis 33 ans. Je l'ai regardé directement. Le coup de grâce a été lorsque vous avez donné mon bureau à Donatienne sans me demander. La pièce qui était celle de grand-mère Éléonore. Le bureau que j'ai fabriqué de mes propres mains. Vous avez simplement décidé que je n'en avais pas besoin, et c'était tout. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Nous ne voulions pas te blesser. Nous essayions juste d'aider ta sœur. Aider sa sœur à faire quoi? Elle n'a pas de clients, pas de certification, pas de plan d'affaires. Mais elle obtient la pièce avec la meilleure lumière. La pièce qui était celle de grand-mère parce que c'est elle qui a besoin d'aide. Et moi, qui dirige une entreprise prospère depuis 8 ans, je peux travailler à la table de la cuisine. Silence. Mon père fixait le sol. Ma mère essuya ses yeux. Donatienne avait l'air de vouloir disparaître. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, continuai-je. Quelque chose que je sais depuis 3 ans, mais que j'ai choisi de ne pas exploiter. Je le fais maintenant. J'ai pris le premier document sur la table basse. L'acte de propriété de la maison de Rivière-Doux. Cette maison, dis-je, la tenant en l'air pour qu'il puisse voir, n'est pas la vôtre. Elle ne l'a jamais été. Grand-mère Éléonore l'a possédée jusqu'à sa mort. Et quand elle est morte, elle me l'a léguée. Ma mère eut un hoquet de surprise. Le visage de mon père devint blanc. C'est impossible, dit-il. J'ai vécu dans cette maison pendant 40 ans. J'ai payé les taxes foncières. Je l'ai entretenue. Vous avez payé un loyer, effectivement. Grand-mère Éléonore avait établi un droit d'usufruit. Vous aviez le droit d'y vivre tant qu'elle était en vie. Après ça, la maison est passée à moi. Vous vivez ici illégalement depuis 3 ans. Mon père se leva. Ses mains tremblaient. C'est absurde. Ma mère ne ferait jamais ça. Elle l'a fait. Je lui ai tendu l'acte. Il le fixa, lisant les mots, regardant son monde s'effondrer. Elle m'a laissé une lettre expliquant tout. Elle a dit qu'elle voyait comment vous me traitiez depuis des années et qu'elle a décidé que je méritais d'être protégé. Elle avait raison. Ma mère sanglotait maintenant. Donatienne était assise, figée, regardant. Il y a plus. J'ai pris le deuxième ensemble de documents.
Grand-mère Éléonore m'a également laissé 3 propriétés commerciales et le bâtiment de pâturage où se trouve mon atelier. Ce bâtiment appartenait à grand-mère Marguerite. Grand-mère Éléonore l'a gardé dans la famille, attendant quelqu'un qui comprendrait ce que cela signifiait. Cette personne, c'est moi. J'ai laissé cela s'installer. Mon père s'affaissa sur sa chaise. Il semblait vieux, soudainement diminué. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il doucement. « Tu veux qu'on parte ? Tu veux la maison ?» Je le regardais. L'homme qui m'avait ignoré toute ma vie. L'homme qui avait donné mon bureau sans une seconde de réflexion. L'homme qui n'avait jamais demandé une seule fois après mon entreprise, mes rêves, ma vie. « Je veux que vous me voyiez, dis-je. Pour la première fois en 33 ans, je veux que vous me voyiez réellement. » Le silence dans mon appartement était absolu. Mon père fixait l'acte dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet étranger qu'il ne reconnaissait pas. Ma mère avait cessé de sangloter et pleurait juste doucement, des larmes coulant sur son visage sans bruit. Donatienne était assise immobile, ses yeux passant de moi à nos parents, attendant que quelqu'un parle. Mon père s'éclaircit la gorge. « Tu as eu ça pendant 3 ans et tu n'as rien dit. » J'ai attendu. J'ai pensé que les choses pourraient changer. J'ai pensé que vous finiriez par me traiter comme si j'avais de l'importance. J'ai secoué la tête. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris mon bureau et vous l'avez donné à Donatienne. Vous avez fait votre choix, et j'ai fait le mien. Ma mère tendit la main vers moi, sa main tremblante. Félicie, mon cœur, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée de moi, la fille qui ne crée pas de problème, qui n'a besoin de rien, qui peut être flexible. J'ai fait un pas en arrière, hors de portée. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez le fait que je sois commode. Ce n'est pas vrai, la voix de mon père était vive, mais il n'y avait aucune force derrière elle. C'était la voix d'un homme habitué à être obéi, réalisant soudain qu'il n'avait plus aucune autorité. N'est-ce pas ? Quand était la dernière fois que tu as visité mon atelier ? Quand était la dernière fois que tu as demandé après mon entreprise ? Quand était la dernière fois que tu as regardé quelque chose que j'ai fait et que tu m'as dit que c'était bien ? Silence. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de réponse. Je dirige une entreprise qui emploie 20 personnes. J'ai des clients dans tout le Nord-Est. Je paie mes impôts et mon loyer et je ne dois rien à personne. Et vous pensez que je peux travailler à la table de la cuisine ? Donatienne a parlé pour la première fois. Félicie, je ne savais rien de l'atelier, de l'entreprise. Tu ne nous as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé parce que tu étais trop occupée à être le centre de l'attention. Celle qui avait besoin d'aide. Celle qui méritait la meilleure pièce. Le visage de Donatienne s'est effondré. Je suis désolé. Je ne réalisais pas. J'étais juste. J'essayais juste de me débrouiller dans ma vie. Nous essayons tous de nous débrouiller dans nos vies, Donatienne. La différence est que je l'ai fait sans rien prendre aux autres. Ma mère se leva. Elle marcha vers moi lentement, prudemment, comme si j'étais un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Félicie, s'il te plaît, dis-nous ce que tu veux. Nous ferons n'importe quoi. Je la regardais, ma mère, qui avait passé 33 ans à rester silencieuse pendant que mon père me rejetait, qui ne m'avait jamais défendu, jamais dit, Richard, ce n'est pas juste. Qui avait passé les haricots verts pendant que ma vie était réaménagée sans mon consentement ? Je veux que vous partiez, dis-je doucement. Je veux que vous rentriez chez vous et que vous réfléchissiez à tout ce que je vous ai dit. Et je veux que vous reveniez demain avec les réponses à 3 questions. Mon père leva les yeux. Quelles questions ? Premièrement, qu'allez-vous faire pour réparer cela ? Deuxièmement, comment allez-vous changer ? Et troisièmement, pourquoi devrais-je vous croire ? J'ai ouvert ma porte d'entrée. Rentrez chez vous. Réfléchissez. Nous parlerons demain. Ils sont partis en silence. Mon père est sorti le premier, sans regarder en arrière. Ma mère l'a suivi, s'arrêtant à la porte pour me regarder avec des yeux pleins de larmes. Donatienne était la dernière. Elle s'est arrêtée à côté de moi, si près que je pouvais sentir son souffle. J'ai trouvé autre chose, murmura-t-elle. Dans la malle de grand-mère. Quelque chose que je ne t'ai pas montré. Je la regardais. Quoi ? Une lettre pour maman et papa. Grand-mère l'a écrite il y a des années.
Elle a dit, si vous organisez jamais une réunion de famille, je devrais la leur donner. Elle a dit que ça expliquerait tout. Je fixais ma sœur. Grand-mère Éléonore avait tout prévu jusqu'au plus petit détail. Elle savait d'une manière ou d'une autre que ce moment arriverait. Où est la lettre maintenant? Dans mon sac. Je voulais la leur donner ce soir, mais je voulais te parler d'abord. Donne-la leur demain. Après qu'ils auront répondu à mes questions. Donatienne hocha la tête. Elle sortit et je refermai la porte derrière elle. Je me tins dans mon appartement, seul dans le silence soudain. Le café resta intact sur le comptoir. Les documents étaient éparpillés sur ma table basse. Mes mains tremblaient, bien que je ne sache pas quand elles avaient commencé. Je l'avais fait. J'avais enfin tenu tête. Et cela semblait terrible, merveilleux et terrifiant tout à la fois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table de cuisine avec la photographie de grand-mère Éléonore devant moi. Celle d'elle à sa machine à coudre, et je lui ai parlé comme si elle pouvait m'entendre. J'ai fait ce que tu voulais, murmurai-je. Je me suis défendu. Maintenant, quoi? La photographie ne répondit pas, mais je le jure. Pendant juste un instant, la lumière a changé et son sourire sembla s'élargir. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Mon père. J'ai répondu. Félicie? Sa voix était différente, plus douce. Nous avons parlé toute la nuit, ta mère, Donatienne et moi. Nous avons lu la lettre que Donatienne a trouvée. La lettre de ta grand-mère. J'ai attendu. Elle a écrit à propos de toi, de la façon dont nous t'avons laissé tomber, de la façon dont elle nous a vu te traiter comme si tu n'avais pas d'importance, et comment elle a décidé de te protéger parce que nous ne le ferions pas. Il a fait une pause. Elle avait raison. Nous t'avons laissé tomber. J'ai échoué. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Nous voulons venir pour répondre correctement à tes questions, pas seulement avec des mots. 14 heures, dis-je, même endroit. J'ai raccroché et suis resté immobile. Pour la première fois en 33 ans, mon père avait dit qu'il avait échoué. Ce n'était pas suffisant. C'était à peine un début. Mais c'était quelque chose. À 14 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver ma famille debout là, mais ils avaient l'air différents, plus petits, en quelque sorte, plus humains. Mon père s'est avancé. Dans ses mains, il portait quelque chose que je n'attendais pas. Une boîte en bois, vieille et usée, avec des charnières en laiton. Ta grand-mère t'a laissé ceci aussi, dit-il. Donatienne l'a trouvée avec la lettre. Nous ne l'avons pas ouverte. C'est à ton nom. Il me tendit la boîte. Je l'ai prise, sentant son poids, passant mes doigts sur le bois lisse. Entrez, dis-je. Nous avons beaucoup à discuter. Ils sont passés devant moi dans l'appartement. J'ai fermé la porte et posé la boîte en bois sur la table basse à côté des actes et des fiducies et de la preuve de tout ce que j'avais construit. Ce qui était à l'intérieur pouvait attendre. D'abord, j'avais besoin d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à écouter selon mes propres termes. Mes parents se sont assis sur mon canapé comme des étrangers dans une salle d'attente. Les mains de mon père étaient jointes entre ses genoux. Ma mère continuait de lisser sa jupe, une habitude nerveuse que j'avais vue 1000 fois. Donatienne était assise sur le fauteuil près de la fenêtre, ses yeux allant de moi à la boîte en bois sur la table basse. Je suis resté debout. J'avais besoin de la hauteur, de la perspective, du rappel que c'était mon espace, mes règles, ma vie. Vous avez dit que vous vouliez répondre à mes questions, commençai-je. Je vous écoute. Mon père prit une inspiration. C'était la première fois que je le voyais se rassembler avant de me parler. Habituellement, les mots venaient, des ordres et des opinions et des déclarations délivrées d'en haut. C'était différent. La lettre de ta grand-mère, dit-il lentement. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle ne nous a pas attaqués. Elle n'a pas énuméré nos échecs. Elle a juste raconté la vérité sur toi, sur nous, sur ce qu'elle voyait. Ma mère hocha la tête, des larmes se formant déjà. Elle a écrit à propos de la foire scientifique quand tu avais 12 ans, celle que tu as gagnée. Nous n'y sommes pas allés parce que Donatienne avait un récital de danse. Ta grand-mère y est allée.
Elle a dit que tu avais passé 3 heures à expliquer ton projet à tous ceux qui voulaient t'écouter. Elle a dit, tu ne t'es jamais plaint que nous n'étions pas là. Je me suis souvenu de ce jour. J'avais construit une maquette de maison durable avec des panneaux solaires et un système de récupération d'eau de pluie. J'y avais travaillé pendant des mois. Quand mes parents n'étaient pas venus, je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance. Mais ça avait compté. Ça avait toujours compté. Elle a écrit à propos du bureau que tu as fabriqué au lycée. Mon père continua. Celui dans ta chambre? Elle a dit, tu l'as conçu toi-même. Coupé chaque planche, fini à la main. Elle a dit que nous n'avions même pas fait de commentaires dessus. J'ai regardé mon père. Tu m'as dit qu'il était joli. C'était tout. Un mot. Puis tu es parti. Il eut un tressaillement. Je sais. Je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu de tout ça. Ma mère se pencha en avant. Et, nous étions tellement concentrés sur Donatienne. Elle avait des difficultés avec tout, l'école, les amis, la confiance. Nous pensions que si nous lui donnions assez d'attention, assez de soutien, elle trouverait son équilibre. Et toi, tu semblais toujours bien. Tu arrivais toujours à te débrouiller. Je m'en suis sorti parce que je n'avais pas le choix. Ma voix était stable, mais quelque chose en moi se fissurait. Je n'avais pas de difficultés parce que j'ai appris très tôt que les difficultés ne m'apporteraient rien. Vous n'auriez pas remarqué. Vous n'auriez pas vous en soucier. Alors j'ai continué seul. Donatienne parla depuis la fenêtre. C'est la partie que je ne comprenais pas. Je pensais que tu n'avais besoin de personne. Je pensais que tu étais juste plus forte que moi. Sa voix se brisa. Je ne réalisais pas que tu étais seul parce que nous t'avions laissé là. La pièce était silencieuse. Dehors, une voiture passa dans la rue. Le son étouffé par les fenêtres. À l'intérieur, 4 personnes étaient assises avec 33 ans de dommages accumulés entre elles. Mon père s'éclaircit la gorge. Tu as demandé ce que nous allons faire pour arranger les choses. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas s'il y a un moyen de réparer, mais je sais que nous devons essayer. Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. Nous avons rencontré un conseiller familial ce matin. Avant de venir ici, nous avons un rendez-vous pour la semaine prochaine. Tous les 3. Il jeta un coup d'œil à Donatienne, qui hocha la tête. Nous voulons que tu viennes aussi si tu es d'accord. Mais même si tu ne veux pas, nous y allons. Nous devons comprendre comment cela s'est produit. Comment nous sommes devenus des personnes capables de traiter notre fille comme ça. J'ai fixé l'enveloppe. C'était réel. Ils avaient réellement fait quelque chose. Pas seulement des mots, mais des actions. Et la maison, demandai-je. Mon père rencontra mon regard. Elle est à toi. Elle l'a toujours été. Nous allons déménager. Nous avons déjà commencé à chercher un appartement. Nous ne voulons pas que tu te sentes obligé, ajouta rapidement ma mère. Nous savons que tu n'as pas demandé ça, mais c'est ta propriété et nous y vivons sans aucun droit, et ça s'arrête maintenant. J'ai pensé à la maison coloniale de Rivière-Doux, à la salle à manger où mon père tenait sa cour, à la cuisine où ma mère passait les haricots verts, à la chambre du fond avec la bonne lumière, la pièce qui était censée être mon bureau, la pièce qui avait appartenu à ma grand-mère. Déménager n'est pas nécessaire, dis-je lentement. Pas immédiatement. La maison est assez grande pour nous tous si nous pouvons trouver comment la partager différemment. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Mon père sembla confus. Qu'est-ce que tu dis, demanda Donatienne. Je dis que je ne veux pas vous punir. Je dis que je veux que les choses changent. Un vrai changement. Pas juste vous qui partez et nous qui faisons semblant que rien de tout cela ne s'est passé. Je me suis assise sur la coudoir du canapé, plus près d'eux que je ne l'avais été depuis des mois. Si vous déménagez, nous perdons toute chance de devenir une vraie famille. Si vous restez, nous devons faire le travail. Nous tous. Les yeux de mon père étaient humides. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Pas aux funérailles, pas au mariage, jamais. Mais maintenant, assis dans mon appartement, tenant une enveloppe d'un conseiller qu'il avait appelé lui-même, il pleurait. Félicie, murmura-t-il. Je ne mérite pas ça. Non, consentis-je. Vous ne le méritez pas. Mais je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour moi,
parce que je veux savoir si nous pouvons être quelque chose de différent. Et si nous ne pouvons pas, au moins je saurai que j'ai essayé. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Donatienne s'était rapprochée du canapé et lui tenait la main. Et moi, j'étais assise sur la coudoir, les regardant, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Un espoir prudent, fragile, terrifiant. Maintenant, dis-je, tendant la main vers la boîte en bois sur la table basse. Il faut voir ce que grand-mère m'a laissé. La boîte était vieille. Le bois assombri par le temps, les charnières en laiton terni. J'ai soulevé le couvercle avec précaution, révélant une pile de lettres attachées avec un ruban décoloré. Dessus, une enveloppe avec mon nom et l'écriture de grand-mère Éléonore. Je l'ai ouverte. Ma très chère Félicie, si tu lis ceci, la réunion a eu lieu. Tu t'es défendue et j'espère que ta famille t'a enfin vu. À l'intérieur de cette boîte se trouvent des lettres que je t'ai écrites sur une période de 30 ans. Chaque anniversaire, chaque réussite, chaque moment où j'ai souhaité pouvoir te protéger plus que je ne l'ai fait. Je les ai toutes gardées, attendant le jour où tu serais prête à les recevoir. Il y a une dernière chose, une clé collée sous la boîte. Elle ouvre un coffre-fort à la banque d'épargne de Rivière-Doux où j'ai placé autre chose pour toi. Quelque chose que ton arrière-grand-mère a commencé et que j'ai terminé. Utilise-le sagement. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, ta grand-mère, Éléonore. J'ai levé les yeux. Ma famille me regardait, leurs visages humides de larmes. Il y a plus de lettres, dis-je doucement. Des années d'entre elles, elles m'écrivaient chaque année. Ma mère porta sa main à sa bouche. Mon père regarda la boîte comme si c'était un objet sacré. Donatienne tendit la main et toucha mon bras, le premier contact physique volontaire entre nous depuis des années. Lis en une, murmura-t-elle. S'il te plaît. J'ai dénoué le ruban et tiré une lettre du dessus. La date était celle de mon 16e anniversaire. Chère Félicie, aujourd'hui tu as 16 ans. Tes parents ont encore oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je n'oublie jamais. Tu as construit une bibliothèque cette année. Je t'ai regardé dans le garage mesuré, coupé et poncé. Tu ne savais pas que j'étais là. Tu te parlais à toi-même pendant que tu travaillais, expliquant chaque étape, résolvant les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Tu as les mains de ton arrière-grand-mère. Tu as sa patience. Tu as son don. Un jour, le monde verra ce que je vois. D'ici là, sache que je te vois. Je te vois toujours. Joyeux anniversaire, ma douce fille. Ta grand-mère, Éléonore. Je n'ai pas pu finir. Les larmes sont venues enfin après des mois à les retenir. Ma mère est venue s'asseoir à côté de moi et je l'ai laissé faire. Mon père a tendu la main et a pris la mienne. Donatienne s'est appuyée contre mon épaule. Nous sommes restés ainsi. Les quatre, entourés de 30 ans de lettres d'une femme qui avait tout vu et avait planifié ce moment. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti invisible. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. Le changement ne l'est jamais. Mes parents ont commencé la thérapie. Ils y allaient tous les mardis soirs, tous les deux, et rentraient l'air épuisé, mais d'une certaine manière plus léger. Ma mère m'appelait parfois après, non pas pour parler des séances, juste pour prendre de mes nouvelles. Des conversations ordinaires. Comment était le travail? As-tu mangé? Des choses normales que nous n'avions jamais partagées. Donatienne a aussi commencé une thérapie, seule. Elle m'a appelé un soir, nerveuse, me demandant si je voulais la rencontrer pour un café. Nous nous sommes assises dans un café à Montlhéry pendant 2 heures et pour la première fois, elle m'a posé des questions sur ma vie. De vraies questions. Pas les choses polies en surface, mais les choses profondes. Comment as-tu lancé ton entreprise? Comment était-ce de la construire seule? As-tu déjà voulu abandonner? J'ai répondu honnêtement. Je lui ai parlé des premières années, travaillant depuis un garage, acceptant des commandes que personne d'autre ne voulait, dormant sur une couchette à côté de mon établi parce que je ne pouvais pas me payer à la fois le loyer et les matériaux. Je lui ai parlé de la première fois où j'ai embauché un employé, une jeune femme nommée Maria, qui venait d'immigrer du Guatemala et avait besoin d'une chance. Je lui ai parlé du jour où j'ai réalisé que mon entreprise était réelle, que j'étais réel, que j'avais construit quelque chose qui comptait. Donatienne a écouté.
Elle n'a pas interrompu. N'a pas regardé son téléphone. N'en a pas fait une histoire personnelle. Elle a juste écouté. Je ne savais pas, dit-elle quand j'ai eu fini. Rien de tout ça. Je n'ai jamais demandé. Non, consentis-je. Tu n'as pas demandé. Mais je demande maintenant. Elle a croisé mon regard et je veux continuer à demander si tu me laisses faire. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. C'était un commencement. La maison de Rivière-d'Où est devenue une chose compliquée. Mes parents avaient cessé de la désigner comme la leur. Ils demandaient la permission avant de prendre des décisions. De petites choses comme s'il fallait remplacer le chauffe-eau vieillissant ou réparer une fuite sur le toit. Je leur ai dit de s'en occuper, que je leur faisais confiance. Mais la dynamique avait changé de façon permanente. J'ai installé mon bureau dans la chambre du fond. La pièce avec la bonne lumière. La pièce qui avait été celle de grand-mère Éléonore. J'ai apporté mon bureau, celui que j'avais fabriqué, et l'ai placé près de la fenêtre où elle avait l'habitude de s'asseoir et de coudre. Ma mère m'a aidé à porter les cartons. Mon père a installé de nouvelles étagères. Donatienne a peint les murs d'un vert sauge doux, la couleur que grand-mère Éléonore avait toujours aimée. C'était étrange d'être dans cette maison en tant que propriétaire plutôt qu'en tant qu'invité, de traverser des pièces qui avaient été interdites à mon opinion pendant 33 ans, attendant maintenant mon approbation. Je n'en ai pas joui comme je pensais que je le ferais. Cela ressemblait plus à une responsabilité qu'à une victoire, mais les lettres ont aidé. J'en lisais une chaque soir avant de dormir, les parcourant dans l'ordre, regardant l'amour de ma grand-mère se déployer à travers les décennies. Elle avait écrit sur mon premier jour d'école, mon premier récital de piano, ma première foire scientifique. Elle avait écrit sur l'année où j'ai cessé de parler de mes réalisations parce que personne n'écoutait. Elle avait écrit sur le bureau que j'avais fabriqué à 16 ans. Celui que mon père avait qualifié de joli et qu'il avait ensuite oublié. Elle avait tout vu. Elle avait tout documenté. Et elle m'avait laissé la preuve que j'avais toujours compté. Même quand personne d'autre n'agissait comme si c'était le cas. La clé trouvée au fond de la boîte menait à un coffre-fort à la banque d'épargne de Rivière-d'Où. J'y suis allé seul un samedi matin. Nerveuse d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. La boîte était petite, simple, banale. À l'intérieur se trouvait un seul dossier. Je l'ai ouvert dans une pièce privée que la banque fournissait. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus auparavant. L'acte de propriété du bâtiment de pâturage, que je connaissais déjà, les actes des 3 autres propriétés, que j'avais également vus. Mais en dessous, une enveloppe séparée étiquetée pour l'avenir de Félicie. À l'intérieur se trouvait un plan d'affaires écrit de l'écriture soignée de grand-mère Éléonore, daté d'il y a 15 ans, décrivant une vision pour l'expansion de l'immobilier artisanal en une marque régionale. Elle avait fait des recherches sur les emplacements, estimé les coûts, projeté les revenus. Elle avait même identifié des propriétés potentielles à acquérir, des propriétés que je possédais maintenant, des propriétés parfaitement positionnées pour devenir des salles d'exposition et des ateliers. Elle planifiait mon expansion avant même que je ne lance mon entreprise. Elle croyait en moi à ce point. Attachée au plan d'affaires se trouvait une lettre. Félicie, tu trouveras ceci un jour quand tu seras prête. Je ne sais pas exactement quand ce sera, mais je sais que tu reconnaîtras le moment. Les propriétés que je te laisse ne sont pas que des investissements. Ce sont des opportunités. Chacune est dans un endroit qui pourrait supporter une salle d'exposition immobilier. Je les ai recherchées moi-même, visité chacune, pris des notes sur le passage piétonnier et les données démographiques et les entreprises voisines. Tu as le talent, tu as la motivation. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est la vision de voir à quel point cela peut devenir grand. Je ne te dis pas de le faire. Je te dis que tu peux le faire. Le choix est à toi, comme il l'a toujours été. Je t'aime. Je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Ta grand-mère, Éléonore. Je me suis assise dans cette petite pièce à la banque, tenant le plan d'affaires de ma grand-mère et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de la force accablante d'être vu, d'être connu, d'être cru par quelqu'un qui avait passé sa vie à observer, attendre et planifier ce moment. J'ai conduit directement à l'atelier de pâturage. Maria était là, gérant le quart de l'après-midi. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a mené au bureau. Jeffa, dit-elle, utilisant le surnom qu'elle m'avait donné il y a des années.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré le plan d'affaires. Elle l'a lu lentement, ses lèvres bougeant légèrement tandis qu'elle traitait les mots. Quand elle eut fini, elle me regarda avec des larmes aux yeux. Cette femme, dit-elle. Ta grand-mère, elle t'aimait beaucoup. Oui, consentis-je. Elle aimait. Alors, qu'allons-nous faire à ce sujet? J'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. Nous allons ouvrir des salles d'exposition à Clifton, Blainville et Montlhéry. Nous allons développer cette entreprise jusqu'à quelque chose dont elle serait fière. Maria a souri. C'est ce que je voulais entendre. Le travail a commencé immédiatement. J'ai embauché un agent immobilier commercial pour évaluer les propriétés. J'ai rencontré un architecte pour discuter des rénovations. Je me suis assise avec mon comptable pour projeter les coûts et les délais. Chaque soir, je rentrais épuisé mais exalté. Et chaque soir, je lisais une autre lettre de grand-mère Éléonore. Mes parents ont remarqué le changement chez moi. Ma mère l'a commenté un soir quand je suis passé à la maison pour vérifier les rénovations du bureau. Tu sembles différente, dit-elle prudemment. Plus tard, je suis en train de construire quelque chose, lui dis-je. Quelque chose que grand-mère Éléonore avait imaginé. Elle a hoché la tête, sans demander de détails, acceptant simplement. C'était une petite chose, mais c'était un progrès. Donatienne est venue à l'atelier un après-midi. Elle se tenait au milieu du sol, entourée de bois, d'outils et de meubles à moitié finis, et regardait autour d'elle avec une sorte d'admiration. C'est ce que tu fais, dit-elle. C'est ton monde. C'est ça. Je veux aider, dit-elle rapidement, comme si elle avait peur de perdre son courage. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas de compétences, mais je veux apprendre. Je veux faire partie de quelque chose de réel. J'ai regardé ma sœur. La sœur qui avait pris mon bureau sans demander. La sœur qui avait ri à son téléphone pendant que ma vie était rejetée. La sœur qui avait trouvé la malle de grand-mère Éléonore et m'avait apporté les documents qui avaient tout changé. Nous allons trouver quelque chose, dis-je. Tout le monde commence quelque part. Elle m'a serré dans ses bras alors, soudaine et féroce. Je l'ai serrée en retour. C'était maladroit et étrange, et probablement le moment le plus honnête que nous ayons jamais partagé. Cette nuit-là, j'ai lu une autre lettre. Celle-ci datait de mon 18e anniversaire, l'année où je suis parti à l'université. Chère Félicie, aujourd'hui tu pars à l'université. Tes parents ne sont pas là pour te dire au revoir. Ils ont emmené Donatienne voir des appartements à New York à la place. Mais je suis là à regarder par la fenêtre, faisant semblant de ne pas pleurer. Tu vas accomplir des choses incroyables. Je le sais, de la même manière que je sais que le soleil se lèvera. Tu as quelque chose en toi. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Quelque chose qu'ils n'ont jamais essayé de voir. Mais je le vois. J'ai toujours vu. Va grandir. Deviens ce que tu es censé être. Et sache que je suis là, toujours à regarder et à attendre et à t'aimer d'où que je sois. Ta grand-mère, Éléonore. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai rangée avec les autres. 30 ans d'amour documenté et sauvegardé. 30 ans de preuve que je n'étais pas invisible. J'étais prête pour ce qui allait suivre. La première salle d'exposition a ouvert en avril, 6 mois après la réunion de famille, l'emplacement de Clifton. Un ancien cabinet dentaire transformé en un espace lumineux et ouvert rempli de mes meubles. Maria a géré l'inauguration pendant que j'étais à l'arrière, regardant les clients se promener, touchant le bois, posant des questions, tombant amoureux des pièces que j'avais conçues. C'était submergent, mais d'une bonne manière. Donatienne travaillait à l'accueil, distribuant des brochures et répondant aux questions de base. Elle avait suivi un cours de service client au collège communautaire, payé avec l'argent qu'elle avait gagné en travaillant à temps partiel à l'atelier. Elle était nerveuse mais compétente et les clients l'aimaient bien. Elle avait toujours été douée avec les gens. Elle avait juste jamais utilisé cette compétence pour quelque chose de réel auparavant. Ma mère est venue à l'ouverture. Elle s'est tenue à côté de moi à l'arrière, regardant Donatienne interagir avec des inconnus, et a pleuré doucement. Elle est différente, murmura ma mère. Elle essaie vraiment. Nous essayons tous, dis-je. Mon père n'est pas venu. Il était à sa propre séance de thérapie. L'engagement hebdomadaire qu'il n'avait manqué depuis ce premier rendez-vous.
Il a appelé après cependant, sa voix rauque d'émotion. Félicie, j'ai entendu dire que ça s'était bien passé. Je suis fier de toi. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. J'avais attendu 33 ans pour entendre ces mots. Maintenant qu'ils étaient venus, il semblait à la fois trop tard et arrivé exactement au bon moment. Merci, réussis-je à dire. Ça compte. Une pause, puis doucement. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir. Nous tous. Mais je veux que tu saches que j'essaie. Vraiment. Je sais, papa. Je le vois. Nous avons raccroché. Je me suis tenu dans ma nouvelle salle d'exposition, entouré de meubles que j'avais fabriqués, de clients qui appréciaient mon travail et d'une famille qui apprenait lentement, péniblement, à me voir. La deuxième salle d'exposition a ouvert en juin, la troisième en septembre. À la fin de l'année, Innomobilier Artisanal avait quadruplé ses revenus, embauché 12 nouveaux employés et était devenu un nom reconnu dans le design de meubles du New Jersey. J'ai été interviewé par un magazine local, photographié pour un journal d'affaires, invité à parler lors d'une conférence pour femmes entrepreneurs. Chaque fois, je mentionnais ma grand-mère, chaque fois je racontais l'histoire de la femme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mes parents lisaient chaque article. Ma mère les découpait et les mettait dans un album. Mon père achetait des exemplaires des magazines et les gardait sur sa table de chevet. Donatienne partageait les liens sur les réseaux sociaux. Fière d'une manière dont elle ne l'avait jamais été de ses propres réalisations. La maison de Rivière-Doux est devenue quelque chose de nouveau. Pas la maison de mes parents, pas ma maison, mais notre maison. Nous la partagions différemment maintenant. Dîner du dimanche autour de la table en chêne. Chacun y contribuait. Ma mère cuisinait. Mon père mettait la table. Donatienne apportait du vin. Et moi, j'apportais des histoires de l'atelier. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des silences gênants, encore des moments où les anciens schémas menaçaient de refaire surface. Mais nous essayions, nous tous. Les lettres de grand-mère Éléonore continuaient de me guider. Je les lisais lentement, savourant chacune, apprenant la forme de son amour à travers les décennies. Elle avait écrit sur mon premier emploi, mon premier appartement, ma première rupture. Elle avait écrit sur l'année où j'ai cessé de venir au dîner du dimanche, l'année où j'ai construit mon entreprise seule, l'année où j'ai cessé d'espérer que mes parents changent. Et dans chaque lettre, le même message, je te vois. Tu comptes. Tu es aimé. Un soir, j'ai trouvé une lettre que j'avais manquée, coincée au fond de la boîte. Elle était datée de quelques semaines avant sa mort. Félicie, si tu lis ceci, je suis parti. Mais ne sois pas triste. J'ai vécu une longue vie et la meilleure partie a été de te regarder devenir ce que tu es. Il y a une dernière chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Tes parents n'avaient pas l'intention de te blesser. Je sais que cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais j'ai besoin que tu comprennes qu'ils étaient aussi blessés à leur manière. Ton père a grandi avec un père qui ne l'a jamais félicité, jamais vu, jamais cru en lui. Il a répété le schéma parce qu'il ne connaissait pas d'autre moyen. Ta mère a appris à se taire parce que prendre la parole dans sa famille signifiait une punition. Elle t'a transmis ce silence sans le vouloir. Je ne te dis pas de leur pardonner. Le pardon est à toi de le donner ou de le retenir comme tu le choisis. Je te dis cela pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses briser le schéma. Pour que tes enfants, si tu en as, ne se sentent jamais invisibles. Tu es celle qui peut changer cette famille. Félicie, pas par la punition, pas par la vengeance, mais en étant différente. En voyant les gens, en croyant en eux comme j'ai cru en toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, ta grand-mère, Éléonore. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai ajoutée aux autres. Le dimanche suivant au dîner, j'ai regardé autour de la table ma famille. Mon père, qui apprenait à exprimer des émotions qu'il avait enfouies depuis 60 ans, ma mère, qui trouvait enfin sa voie, Donatienne, qui construisait une vie qui était vraiment la sienne. J'ai quelque chose à vous dire, dis-je. À propos de grand-mère Éléonore. Ils ont écouté pendant que je leur parlais des lettres, du plan d'affaires, de tout ce qu'elle avait fait pour me protéger et me préparer. Je n'ai rien omis. Quand j'ai eu fini, mon père pleurait ouvertement. Ma mère lui tenait la main. Donatienne a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne.
Elle t'aimait, dit mon père. Plus que nous le méritions tous. Elle aimait nous aimer tous, répondis-je. Elle savait juste que j'en avais le plus besoin. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis ma mère a parlé. Je veux être meilleure, dit-elle. Pour toi, pour Donatienne, pour tous ceux que j'ai déçus en restant silencieuse. Nous voulons tous être meilleurs, ajouta mon père. Et nous avons toi pour nous montrer comment faire. J'ai secoué la tête. Ne me remerciez pas, remerciez grand-mère. C'est elle qui a tout organisé. Donatienne m'a serré la main. Elle l'a organisé, mais tu l'as vécu. Tu as construit la vie qu'elle croyait que tu pourrais construire. Ça, c'est toi. J'ai regardé autour de la table ma famille. Imparfaite, blessée, essayant, tout comme moi. Alors, continuons à construire, dis-je, et nous l'avons dit ensemble. La confrontation que j'attendais depuis des mois est finalement survenue un froid soir de décembre. J'étais dans mon bureau à l'atelier de pâturage en examinant les chiffres de fin d'année quand mon téléphone a sonné. L'afficheur montrait un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Oncle Robert, le frère aîné de mon père, celui qui avait déménagé en Floride il y a 20 ans et contacté rarement qui que ce soit. Félicie, dit-il quand j'ai répondu, sa voix était tendue. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Quelque chose que ton père ne t'a jamais dit. Mon estomac se serra. Qu'est-ce que c'est? On peut se rencontrer? Je suis dans le grand T pour les fêtes. Ce n'est pas le genre de choses pour les appels téléphoniques. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un dîner à Rivière-Doux, terrain neutre. Oncle Robert semblait plus âgé que dans mes souvenirs, ses cheveux complètement blancs, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il remuait son café. Ton père m'a demandé de ne pas te le dire, commença-t-il. Il m'a fait promettre il y a des années. Mais après tout ce qui s'est passé cette année, après avoir vu comment tu as grandi et ce que tu as construit, je ne peux plus garder la promesse. J'ai attendu. Le bâtiment de pâturage, l'atelier de ton arrière-grand-mère. Il n'était pas censé t'aller directement. Il a croisé mon regard. Ton père en a hérité quand grand-mère Marguerite est morte. Il était censé le garder pour la famille pour le transmettre, mais il l'a vendu il y a 25 ans. Il l'a vendu à un promoteur. Le monde a basculé. Ce n'est pas possible. Grand-mère Éléonore me l'a légué. J'ai l'acte de propriété. Grand-mère Éléonore l'a racheté. Elle a découvert ce que ton père avait fait. Et elle a dépensé jusqu'au dernier euro qu'elle avait pour racheter ce bâtiment. Elle ne lui a jamais dit. Elle ne l'a dit à personne. Elle a juste réparé parce qu'elle savait à quel point cela compterait pour toi un jour. Je l'ai fixé. Le bâtiment où j'avais construit mon entreprise, l'espace que ma grand-mère m'avait laissé, ce n'était pas un héritage. C'était un sauvetage. Pourquoi l'a-t-il vendu? Ma voix n'était qu'un murmure. Des dettes, de mauvais investissements, des choses que ta mère n'a jamais su, oncle Robert secoua la tête. Ce n'était pas un homme mauvais, Félicie. Il était faible. Il a fait des erreurs. Et ta grand-mère a passé des années à nettoyer ses bêtises. La maison, les propriétés, tout ce qu'elle t'a laissé. Elle te protégeait de ses erreurs. J'ai pensé à mon père assis en thérapie, apprenant à exprimer des émotions. J'ai pensé à la façon dont il m'avait regardé pendant les dîners du dimanche, essayant si fort d'être présent. J'ai pensé au schéma que grand-mère Éléonore avait décrit dans sa dernière lettre. Les blessures transmises à travers les générations. Je dois lui parler, dis-je. Oncle Robert hocha la tête. Je sais. C'est pour ça que je t'ai parlé. J'ai conduit directement à la maison de Rivière-Doux. Mon père était dans le salon en train de lire quand je suis entré. Il a levé les yeux, a vu mon visage et est devenu pâle. Félicie, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assise en face de lui. Oncle Robert m'a appelé. Il m'a parlé du bâtiment de pâturage, de ce que tu as fait. Mon père a fermé les yeux. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Quand il les a rouverts, ils étaient humides. J'allais te le dire, dit-il doucement. Après la thérapie, après avoir compris comment. Je ne voulais pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Alors dis-le-moi maintenant. Tout. Il m'a tout dit. Il m'a parlé des mauvais investissements, des dettes, du désespoir.
Il m'a parlé d'avoir vendu le bâtiment, de l'avoir vu rénover, de l'avoir vu devenir quelque chose qui n'était plus à nous. Il m'a parlé de la honte, du secret, du poids qu'il portait depuis 25 ans. Et il m'a parlé de sa mère, de la façon dont elle l'a découvert, comment elle l'avait confronté, comment elle lui avait dit qu'elle réparerait, mais n'oublierait jamais. De la façon dont elle l'avait regardé avec une déception si profonde que cela avait changé quelque chose en lui pour toujours. Je n'essayais pas de te blesser, dit-il. J'essayais de survivre. Mais je t'ai blessé. J'ai entendu tout ce que tu as dit, et ma mère a passé le reste de sa vie à s'assurer que tu ne paierais jamais pour mes erreurs. Je me suis assise là à écouter mon père confesser. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas net. C'était désordonné et douloureux et exactement ce dont nous avions besoin. Les lettres de grand-mère Éléonore, dis-je lentement. Elle a écrit sur les schémas, sur les blessures transmises. Elle a dit, tu as grandi avec un père qui ne t'a jamais vu. Mon père hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Mon père était pire que je ne l'ai jamais été. Il ne m'a pas seulement ignoré. Il m'a dit que je ne valais rien. Chaque jour pendant des années, j'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Et puis je suis devenu exactement comme lui, juste d'une manière différente. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. C'était la première fois que je touchais volontairement mon père depuis des années. Le schéma s'arrête ici, dis-je. Avec nous, avec cette conversation, avec tout le travail que nous avons fait. Il me regarda, l'espoir et la peur se mêlant sur son visage. Est-ce possible? Est-ce que ça peut vraiment s'arrêter? Ça s'est déjà arrêté. Nous sommes différents maintenant, nous tous. Nous devons juste continuer. Nous nous sommes assis ensemble dans le salon tandis que le soleil se couchait dehors. Ma mère nous a trouvés là des heures plus tard, toujours en train de parler, toujours en pleurant, toujours agrippés les uns aux autres. Cette nuit-là, j'ai lu une autre lettre. Celle-ci datait de grand-mère Éléonore. Datée peu après qu'elle ait racheté le bâtiment de pâturage. Félicie, aujourd'hui j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai nettoyé le désordre de ton père à nouveau. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, je ne le fais pas pour lui. Je le fais pour toi. Un jour, tu connaîtras la vérité sur ce bâtiment. Un jour, tu comprendras pourquoi cela compte tant. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu lui pardonneras. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que le pardon est plus léger que la colère. Je t'aime. Je crois en toi. Et je sais que quoi qu'il arrive, tu iras bien. Ta grand-mère, Éléonore. J'ai plié la lettre et l'ai ajoutée aux autres. Puis je suis descendu où mes parents préparaient du thé dans la cuisine et je me suis jointe à eux. Nous n'avons plus parlé du passé cette nuit-là. Nous avons parlé de l'avenir, des salles d'exposition, de l'entreprise, de la vie que nous construisions ensemble. C'était ordinaire et beau et exactement ce que grand-mère Éléonore avait voulu. Le schéma se brisait. Conversation après conversation. 2 années passèrent. 2 années de thérapie et de dîner du dimanche et de croissance lente et douloureuse. 2 années d'expansion des salles d'exposition et de nouveaux employés et d'une entreprise qui avait doublé de taille à nouveau. 2 années à apprendre à être une famille d'une manière complètement différente. La maison de Rivière-Doux est devenue quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Pas la maison de mes parents, pas ma maison, mais un espace partagé où nous appartenions tous. Mes parents vivaient au rez-de-chaussée, leur chambre convertie en un appartement confortable. J'ai gardé la chambre du fond pour le bureau et j'ai ajouté un petit appartement dans le grenier aménagé. Donatienne a emménagé dans un espace rénové au-dessus du garage, assez proche pour la connexion, assez loin pour l'indépendance. Nous nous réunissions pour le dîner tous les dimanches, comme grand-mère Éléonore l'avait toujours souhaité. Ma mère cuisinait. Mon père mettait la table. Donatienne apportait du vin et des histoires de son nouveau travail de gestion des relations clients chez Immobilier Artisanal. J'apportais des mises à jour de l'atelier, des nouvelles sur les nouveaux designs, des plans pour l'avenir. Les lettres sont restées dans leur boîte, mais je les lisais moins souvent maintenant. Je n'en avais pas besoin comme autrefois. La voix de grand-mère Éléonore était en moi maintenant, tissée dans le tissu de ce que j'étais devenu. L'entreprise a grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. 4 salles d'exposition, 60 employés, une liste d'attente pour les pièces sur mesure qui s'étendait sur 6 mois. Maria est devenue mon associée,
gérant les opérations pendant que je me concentrais sur le design. Donatienne est devenue mon bras droit, gérant les relations clients avec une chaleur et une compétence qui ont surpris tout le monde, y compris elle-même. Mon père venait travailler à l'atelier 2 fois par semaine, faisant des travaux divers, apprenant à utiliser ses mains comme son grand-père l'avait fait. Il n'était pas doué pour ça. Pas au début, mais il continuait d'essayer. Il disait que cela le rapprochait de la famille qu'il n'avait jamais vraiment connue. Ma mère a commencé un jardin dans l'arrière-cour, le même endroit où grand-mère Éléonore cultivait ses pivoines. Elle parlait aux plantes pendant qu'elle travaillait, leur confiait des secrets, confessait ses regrets. Le jardin a prospéré, et elle aussi. Par une chaude soirée de septembre, 3 ans après cette première réunion de famille, nous nous sommes réunis à la maison pour un dîner spécial. C'était l'anniversaire de la naissance de grand-mère Éléonore, et nous avions décidé de la célébrer correctement pour la première fois. J'ai apporté quelque chose de spécial. Une photographie encadrée de grand-mère Éléonore prise dans sa chambre de couture, entourée de tissus et de filets de la preuve d'une vie passée à créer. Je l'avais trouvée dans la boîte de lettres, coincée au fond, enveloppée dans du papier de soie. Nous l'avons mise sur la cheminée au-dessus du foyer, entourée de bougies et de fleurs fraîches du jardin de ma mère. Je veux dire quelque chose, commença mon père. Sa voix était stable maintenant, comme elle ne l'avait pas été il y a 2 ans. À propos de ta mère, à propos de tout ce qu'elle a fait pour cette famille. Nous avons écouté pendant qu'il parlait. Il nous a parlé de son enfance, du père qui ne l'avait jamais vu, de la mère qui essayait de compenser. Il nous a parlé de ses erreurs, de ses échecs, de sa honte. Et il nous a parlé de me regarder, sa fille invisible, construire quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Elle croyait en toi, dit-il en me regardant. Depuis le début, elle croyait en toi. Je n'ai compris pourquoi que lorsqu'il était presque trop tard. Mais je comprends maintenant. Tu es son héritage. Tu es la meilleure chose que cette famille ait jamais produite. Je ne pouvais pas parler. Ma mère pleurait. Donatienne me tenait la main. Je ne demande pas le pardon, continua mon père. Je demande juste la chance de continuer à être différent, de continuer à essayer, de continuer à me montrer. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'endroit où il était assis. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise, comme je l'avais fait enfant quand je voulais son attention, et je l'ai regardé dans les yeux. Tu t'es montré, dis-je. Chaque jour depuis 2 ans, tu t'es montré. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Il m'a serré dans ses bras, le genre de câlin que nous n'avions jamais partagé auparavant, fort et réel et plein de tout ce dont nous avions tous deux eu trop peur pour parler. Après le dîner, nous sommes allés dans le jardin. Les pivoines avaient terminé leur saison, mais ma mère avait planté des roses tardives qui remplissaient l'air d'un parfum doux. Nous nous sommes tenus en cercle, nous tenant la main, regardant les étoiles. Grand-mère Éléonore, dis-je doucement. Merci pour tout. Les autres ont fait écho aux mots. Mon père, ma mère, Donatienne. 4 voix portant la gratitude dans la nuit. J'ai pensé aux lettres encore dans leur boîte, toujours remplies d'amour à travers les décennies. J'ai pensé aux actes et aux fiducies et aux plans d'affaires. Tout cela conçu pour me protéger d'un avenir que ma grand-mère avait prévu. J'ai pensé aux bâtiments de pâturage, sauver des erreurs de mon père, restaurer à son juste but. Et j'ai pensé à la famille debout à côté de moi dans le jardin. Blessée, imparfaite, apprenant encore, mais ensemble. C'était le véritable héritage. Pas l'argent, pas les propriétés, pas l'entreprise. La chance de briser le schéma. La chance de construire quelque chose de nouveau. La chance d'être enfin vue par les personnes qui auraient dû me voir depuis le début. Grand-mère Éléonore avait prévu cela. Elle savait que l'amour seul ne suffisait pas. Elle savait que parfois l'amour avait besoin d'actes, de documents et de protection légale. Elle savait que le don le plus profond qu'elle pouvait me faire n'était pas de l'argent, mais la preuve. Preuve que j'avais de l'importance. Preuve que je valais la peine d'être protégé. Preuve que je n'étais jamais celle qui était invisible. Je portais cette preuve avec moi maintenant. Pas dans un coffre-fort, mais dans mon cœur. Dans la façon dont je dirigeais mon entreprise, traitant les employés comme une famille. Dans la façon dont je me présentais au dîner du dimanche, présente et patiente. Dans la façon dont je regardais mes parents et voyais non seulement leurs échecs, mais leurs efforts pour changer. Les lettres sont restées dans leur boîte sur ma table de chevet.
Je n'avais plus besoin de les lire chaque soir. Mais j'aimais savoir qu'elles étaient là. 30 ans d'amour documenté et sauvegardé. 30 ans de preuves que j'avais toujours été vu.